Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la cardiologie qui va s'intéresser aux antithrombotiques. Les antithrombotiques, ce cours va surtout s'intéresser aux médicaments qu'on peut donner dans le cadre pour diminuer le risque de coagulation en général. Donc les antithrombotiques, c'est une grande famille. Donc il y a plusieurs petites familles qu'on peut trouver. Vous allez voir. Donc ce sont des médicaments qui luttent contre la thrombose, donc ils vont lutter contre l'hémostase primaire et la coagulation. Et ce sont parmi les médicaments les plus utilisés dans le monde, à côté des antibiotiques et les autres. Donc on distingue plusieurs familles, comme les antiagrégants, plaquettaires, les anticoagulants et les thrombolytiques. Donc là, c'est les trois grandes divisions. Et leurs indications sont multiples. Là, on a vu plusieurs pathologies où le traitement repose sur l'anticoagulation. Et surtout, elle a beaucoup profité de la découverte récente de nouvelles molécules, notamment les anticoagulants oraux directs. Ce sont des anticorps spécifiques qui inhibent et donc ils ont montré largement prouvé leur efficacité. Donc voilà. Donc première cause de diatrogénie, les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. Faut faire attention, les traitements anticoagulants, puisqu'on traite la coagulation, ça va causer le risque inverse, donc le risque hémorragique. Donc faut faire très attention lorsqu'il y a la prescription de ces médicaments. C'est pour cela il faut respecter des indications et évaluer le risque thrombotique et hémorragique. Rappelez-vous, au niveau du cours, il y a le syndrome coronaire aigu et le syndrome coronaire chronique. Le traitement كان شنو يا محمد؟ Ah, كان يتقين lors ديال les crises. Mais hors les crises, شنو كنا كنعطيو محمد؟ Qu'est-ce qu'on donne? Les antalgiques pour la douleur, tu as la crise, غالبا. Mais quoi d'autre? Le traitement de fond, les anticoagulants. Donc soit بعدا في la crise aiguë ديال syndrome coronaire aigu كنقدروا نعطيو fibrinolyse, la métalyse. Mais le traitement à long cours pour éviter la récidive, c'était les anticoagulants, les anti-agrégants plaquettaires et les anticoagulants. Donc ils ont montré leur efficacité في بزاف ديال les pathologies, surtout مع syndrome coronaire اللي قريناه. Et lors du syndrome coronaire, Mohamed, واش كنا كنجيو وكنعطيو le médicament هكاك ou bien on évaluait quelque chose? ما كنيفاليوش les dédimers, الله يهديك. Avant de traiter, on se référait à quoi? À des scores. Ils s'appelaient comment هذوك les scores? On avait un score pour évaluer l'hémorragie et un score pour évaluer la زعما le risque embolique, le risque ischémique. Donc le score de Grace et le score de Arc. عقلت فكرتي هاد السميات. Donc voilà. Donc lutter contre la thrombose sans faire saigner le patient. Donc هذا هو المشكل, le problème, le grand problème de ces médicaments, c'est qu'il y a une marge thérapeutique étroite. Si on la dépasse, on risque l'hémorragie. Si on est inférieur, on risque l'ischémie. Donc, petit rappel physiologique de l'hémostase. Donc, l'hémostase, elle se produit surtout lorsqu'il y a lésion de l'endothélium et la couche sous-endothéliale était à couvert. Et la couche sous-endothéliale, surtout, elle avait des propriétés thrombotiques par excellence. Donc, le sous-endothélium, surtout par son facteur de von Willebrand et d'autres récepteurs, ils vont activer les plaquettes, collagène, etc. Donc, lorsqu'on aura des plaquettes activées qui vont commencer à synthétiser les thromboxanes, les médiateurs de l'inflammation et l'ADP et la sérotonine, rappelez-vous, هذوك اللي كانوا كيلعبوا دور في le recrutement et l'agrégation. Donc, elles activaient d'autres plaquettes et ils s'attachaient entre elles. Donc voilà, agrégation plaquettaire, donc thromboxane A2, ADP, prostaglandine, monoxyde d'azote, c'était des médiateurs d'inflammation, donc vasodilatation, etc. Et avec le temps, on avait la fibrinolyse après. Donc les récepteurs GP2B, 3A, هادشي كامل كنا شفناه في l'hématologie. Donc c'est un rappel de l'hémostase. Et la coagulation, on avait deux voies de coagulation, endogène et exogène. Donc endogène quand il y a le facteur tissulaire, et exogène quand il y a le facteur 12, 11, 9.
le 8 10 مقلبش اه لا بصح اندوجين اندوجين هي 12 11 هذه الاندوجين et l'exogène c'était le facteur tissulaire avec le facteur 8 ولا le facteur 7 صراحة j'ai oublié exactement quel est le nombre facteur 7 donc voilà وهنا c'est pourquoi c'est très important parce que هاد les deux voies de l'hémostase ce sont la cible ديال l'action ديال les anticoagulants. Donc les antithrombotiques, on distingue trois grandes familles. Donc les antiagrégants plaquettaires, les anticoagulants, les fibrinolytiques. Commençons par les antiagrégants plaquettaires. Donc les antiagrégants plaquettaires, elle va surtout agir au niveau des plaquettes. Donc ils vont agir au niveau des plaquettes pour inhiber leur activation. Donc on distingue d'abord l'aspirine. Pourquoi l'aspirine? هذيك كنا شفناها في pharmacologie tout au début. شفناها في hémato, oui. Et donc l'aspirine, elle bloquait la cyclooxygénase très bien et donc on n'avait pas la formation les médiateurs de l'inflammation, notamment thromboxane A2, prostaglandine, etc. Et donc si on n'a plus ces médiateurs, on va plus faire l'inflammation, ni l'activation plaquettaire, ni d'agrégation. Donc l'aspirine. Et ensuite nous avons les antagonistes des récepteurs de l'ADP. L'ADP, sérotonine et autres médiateurs qui sont éliminés pour stimuler d'autres plaquettes. Et donc, les deuxièmes molécules qui vont agir et qui sont des inhibiteurs de l'activation plaquettaire sont des antagonistes des récepteurs de l'ADP, notamment les dérivés thiénopyridine ou bien cyclopentyl triazolopyrimidine, وهادو هما le clopidogrel, le prasugrel, le ticagrelor. En général, كنسميوهم les inhibiteurs de la P2Y12, se fixant sur les récepteurs P2Y12. كنستعملوهم chez un coronarien qui ياخد le clopidogrel et l'aspirine. مش باقي عقلي، هما اللي كنا كنبريسكريو. Mais surtout on évaluait pour le chronique, on évaluait le score de ARC, le score hémorragique. Et donc si le score hémorragique était bas, on pouvait se permettre de prescrire le ticagrelor. Et rappelle-toi, on avait dit que le clopidogrel c'était le plus faible d'entre eux. Et donc si le risque hémorragique n'est pas très important, on peut donner un anti-agrégant plaquettaire fort. Donc, hein, ça, l'aspirine, bien sûr, l'aspirine, l'injet, inhibiteur de la cyclooxygénase, qui inhibe le thromboxane A2, et donc ça inhibe l'activation d'autres plaquettes. Donc, les indications, il y en a plusieurs. Longueur stable, syndrome coronaire chronique, syndrome coronaire aigu, post-infarctus, cardiopathie ischémique, pontage aortocoronarien, AVC ischémique, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, etc. En bref, toutes les pathologies qui ont l'ischémie, ou bien la sténose, ou bien la diminution, ils portent l'indication de l'anti-agrégation plaquettaire par n'importe quel moyen. Donc, antagoniste des récepteurs de l'ADP, donc clopidogrel, ticagrel or prasugrel, il inhibe l'ADP, les récepteurs de type irréversible au récepteur P2Y12. Donc les dosages, indication en association à l'aspirine, clopidogrel 600 mg, puis 75 mg après une ATL primaire. Ça marche bien, ATL primaire. Ticagrelor 180 mg en dose de charge, puis 90 mg deux fois par jour après une angioplastie primaire. Après le traitement du syndrome coronaire aigu. Le prasugrel 60 mg en dose de charge, puis 10 mg par jour. Donc le clopidogrel c'était le plus faible d'entre eux, alors que les deux ils sont puissants. شنو هي اخر حاجه اللي سمعتيني قلتها محمد؟ Et donc voilà, ticagrelor عنده هذا le dosage 180 mg par jour en dose de charge, on va être 90 fois 2 par jour. Prasugrel 60 mg en dose de charge, puis 10 mg par jour après une angioplastie primaire, ça va là. Angioplastie. Mais ATL, ça va ماشي ALT, angioplastie. Ouais, ouais. هادشي اللي قلت après une angioplastie primaire, حيت انا قال لك après une angioplastie primaire, donc شكون هي؟ المهم. Donc les antagonistes des récepteurs de l'ADP, il faut faire attention. Donc il y a des contre-indications. Le prasugrel est contre-indiqué si le poids il est très bas, si l'âge est très avancé, s'il y a un antécédent d'AVC et s'il y a un risque hémorragique élevé. Le prasugrel, rappelle-toi. البرازوغريل هو الثالث اللي كنهضروا عليه كلوبيدوغريل تيكاغريل سمعتيهم مزيان البرازوغريل قول فراسك هو لو بلو بويسون et donc le prasugrel si le score hémorragique est élevé on va pas opter pour le clopidogrel plutôt
Voilà. Ticagrelor contre-indiqué si risque hémorragique élevé. Ou d'abord, on comprend pourquoi syndrome coronaire chronique. Si le risque hémorragique était élevé, on donnait le clopidogrel à la place des deux, parce que les deux molécules sont plus puissantes. Ça, voilà. Alors, كلشي كيقدر يعطيك l'hémorragie, غير le risque il diminue. Voilà. Donc, rapidité d'action par rapport au clopidogrel. C'est juste que c'est bien la pharmacocinétique. Ah ah. Prasugrel, prasugrel, prasugrel. Ah, ouais, prasugrel. Maintenant, les inhibiteurs des glycoprotéines 2B3A, هادو on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont pas très utilisés, mais ils ont une indication. Donc, ils inhibent le récepteur GP2B ou bien 3A. Donc, ça inhibe زعما l'interaction entre une plaquette et une autre. Et donc, ça diminue l'activation plaquettaire, l'agrégation. Voilà. Donc, tyrofibon. Ah, voilà, fibrinogène, كنقول لك le pont اللي كيلصق ما بين les plaquettes كاملين. Donc, à usage hospitalier, le tyrofibon, l'abciximab, etc. Donc, mode d'injection qui compte surtout seringue autopousseuse qui dosait بشوية بشوية au fur et à mesure. Donc, au début, on a un bolus en 30 minutes, suivi d'une dose d'entretien en 24 heures. Et les doses sont poids dépendantes en fonction des patients qu'on a une dose précise. Donc, les inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire antagonisent les glycoprotéines, mais on ne parle pas beaucoup parce que les inhibiteurs d'activation plaquettaire sont déjà assez utiles. Ils sont très utiles. Donc, on passe à la deuxième famille des médicaments, les anticoagulants. Les anticoagulants, on les prescrit beaucoup. Donc, les anticoagulants, on va parler de trois types les dérivés héparinés, le fondaparinux, bon, les AVK et les anticoagulants oraux directs. Donc, les trois anticoagulants, on va surtout. Donc réduisent les événements thrombotiques. Les antiagrégants plaquettaires, ils agissent surtout sur l'hémostase primaire, alors que les anticoagulants vont agir contre la coagulation, contre le caillou, la formation du caillou, de la consolidation du caillou. Donc souvent, ils sont indiqués en association avec les inhibiteurs de l'activation plaquettaire, mais beaucoup de fois, ils sont injectés seuls. Donc il existe des formes en voie orale ou bien injectables. Donc deux grandes familles, les dérivés héparinés. On met les antivitamines K ou les AOD, les seulement oraux. Les anticoagulants oraux directs. On met les anticorps. Donc, on met les familles des anticoagulants. Donc, là, on a un schéma. Mohamed, قول لي où est-ce que va agir, à ton avis, chaque molécule? Ah, l'héparine, elle agit où? Non? لا شوف le schéma راه كيبين لك دي فلاش فدارك فين غتمشي لابارين شنو كنت كدير الرابيل ديال الهيماتولوجي حتى هي داكشي باقي عاقل. Voilà, donc elle stimulait l'antithrombine 3. Donc l'héparine, elle se trouve à droite. Très bien. Et l'antithrombine, elle inhibait surtout le 10A et le 2A. Les هما كانوا des facteurs généraux خدامين partout. Donc شوف à gauche. شي حاجة اللي كتأتاكي le facteur 9, 10 et 2 à la fois. Ça va être quoi à ton avis? Le 2, le 2, 9, 10. Ah. Ou le 7. زيد معاه le 7 حتى هو. Si je ne dis pas de bêtises. Le 2, 7, 9, 10. Là. Oui, 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 le 2, 7, 9, 10. Les AVK. Ah. من غير le 5 donc من غير le 5 il est épargné حيت le 5 n'est pas touché ne nécessite pas de vitamine K ومن بعد عندنا voilà donc 2 7 9 10 هي هذيك les facteurs vitamine K dépendants ومن بعد عندنا les facteurs 10A إذا كان شي حاجة spécifique ديال facteur vitamine 10 ça va être quoi à ton avis le facteur 10 إذا كان شي حاجة spécifique اللي هو
Ce sont des anticorps. Des anticorps anticoagulants oraux directs. Donc, هنا هادشي كاين كاملين. هذا هو الشيما غنعمروه. Donc, regarde, à gauche, كاين الفيتامين K, anti-vitamine K. À droite, كاين l'héparine. الفوق والتحت كاين l'anticoagulation orale directe, soit anti-facteur 10 ou bien anti-facteur 2. Regarde, le rivaroxaban, اللي هو le rexaban اللي كنستعملو كنبريسكريب. Le rexaban, dabigatran, apixaban, etc. Voilà. Donc les héparines bloquent principalement le facteur 2 et le facteur 10 par l'intermédiaire de l'antithrombine 3. Ils stimulent l'antithrombine 3, ou l'antithrombine 3 va inhiber le 10A et le 2A. Donc les différentes thrombines, voilà, l'antithrombine, elle va inhiber 2 thrombines. Voilà, très bien. On va les différentes HBPN qui sont l'héparine non fractionnée ou l'héparine de bas poids moléculaire. Donc bas poids moléculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, faut faire attention. Et par un traitement curatif, il faut une surveillance. L'HBPM est administré en sous-cutané, mesure de l'activité anti-10A. Il faut faire attention si la personne est très âgée, si elle a une insuffisance rénale avancée, s'il y a des antécédents ou situations à risque, hémorragique ou thrombotique. Donc voilà, comme toujours, il faut faire le suivi. DLC, il y a le risque de hémorragique très élevé ou bien le risque de coagulation ischémique élevé et moins de thrombopénie induite. Donc l'héparine de bas moléculaire, elle a moins de risques. Par contre, l'héparine non fractionnée, il faut qu'il y ait une héparine kbira. Donc héparine kbira, il va stimuler plus que la normale. Donc intraveineuse continue, discontinue, idem contrôle entre deux injections, etc. Mais bon, le risque, il est plus. Donc on va obtenir la même chose. On va évaluer le risque ischémique ou hémorragique. Si le risque hémorragique est élevé, on va opter pour l'héparine de bois moléculaire. Si le risque hémorragique est bas et on a besoin de l'anticoagulation, on peut donner la HNF plus tôt. La HNF est plus puissante. Donc voilà, HPPM ou HNF. Voilà. Ah, c'est la même chose que clopidogrel, mais elle est les deux autres molécules. Prasugrel et ticagrel. Voilà. Les épargnes, le traitement, les indications, thrombose veineuse, embolie pulmonaire, la phase aiguë des syndromes coronaires aigus, les embolies artérielles, le traitement préventif pour éviter les accidents thromboemboliques et les cardiopathies emboligènes. Donc, هادو هما les dérivés héparinés يمكن كنعطيو. Le fondaparinux. Le fondaparinux, c'est un anticoagulant oral direct ديال l'anti-10. ماشي anticoagulant oral direct, c'est un anticoagulant qui agit à la 10, spécifique et sélectif. Donc, il est très utile et qui a moins de risques. Donc, inhibition directe du facteur 10. Pas de test de surveillance recommandé. Et voilà, le mouchkil n'est pas très grand. Ce n'est pas comme les autres anticoagulants. Et pas de surveillance plaquettaire systématique au cours du traitement. Ça, avec le fond d'appareil NUX, ça va fonctionner très bien. Et le patient va guérir de sa maladie, très probablement. Voilà. Donc, les indications prévention des maladies thromboemboliques, le traitement curatif phase aiguë des syndromes coronaires aigus, ou bien thrombose veineuse, ou bien embolie pulmonaire. Donc, ça rentre dans la famille des anticoagulants. Alors, les autres anticoagulants, administration parentérale intraveineuse, donc qui est une bivalirudine, qui est une danaparoïde, mais bon, on va pas trop s'y intéresser. Et dans notre pratique quotidienne, on utilise surtout l'HBPM ou bien l'HNF. Maintenant, les antivitamines K. Les antivitamines K, ils devraient être à la coagulation de manière permanente. Elle est longue durée. Donc, traitement oral, per os, inhibe le cycle de régénération de la vitamine K. Et donc, voilà, ou qui ياخد بزاف الوقت باش ياجي ou qui ياخد بزاف الوقت باش يرجع à la normale. Donc, il ne revient pas à la normale, ce qui explique la longue durée d'action ديال هاد le médicament. Et donc les AVK, le problème majeur avec les AVK, c'est le risque hémorragique. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'un suivi, notamment appelé le TP-INR. Bien sûr, les molécules disponibles, qui sont les coumariniques, ou bien le dérivé de l'indanédione, mais on utilise surtout le synthron, la kénocumarol, qui est بزاف au Maroc. Donc les indications, oui.
Hmm. Non. Ça veut dire qu'il va dégrader les vitamines K et donc le foie ne va plus synthétiser les facteurs de coagulation. Donc à l'instant zéro, راه باقي عندك les facteurs de coagulation. On a toujours nos facteurs de coagulation. Voilà, mais on a besoin d'attendre un certain temps pour qu'ils disparaissent. Et donc les facteurs de coagulation. Et donc c'est pour cela qu'il m'a dit on doit attendre avant d'avoir l'effet des antivitamines K. Ah, ah, je vois. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc on relaie de l'appareinothérapie dès que l'anticoagulation s'avère prolongée. Donc le moment où il fait que l'antivitamine K va faire son effet, on va arrêter l'héparinothérapie et passer aux antivitamines K. Donc thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, prévention des embolies artérielles, prévention des maladies récidivantes, thromboemboliques. Et donc dans le cadre les pathologies valvulaires, ou l'arythmie cardiaque de fibrillation atriale, qui induisait la stase du sang et ça pouvait favoriser la thrombinoformation, etc. Voilà. Donc, mise en route. Donc, on relais précoce après héparinothérapie. Donc, il a dès 24 heures ou la 48 heures. L'équilibre obtenu en 4 à 7 jours. Mais le début, arrêt de l'héparine après avoir atteint un TPINR correct. C'est quoi le TPINR? Le TPINR, c'est l'étude. Oui, oui, non. C'est un indice ديال هذاك لو تي بي ماشي اليونوغرام سونغ. ها هو اللي انا لا هذيك كانت لا تي بي راه اون الميم راه هو البورسونتاج راه سي ديتالوناج راه هذيك هي لا كورب مي حنا كنديرو ان اوتر انديس بوغ باش تستوندارديزي دوك لي فالور حيت اليانغ راه القيم ديالو كتبقى تكون من 1 ولا لتحت ولا كثر سمح لي 1 2 3 ايتترا et donc en fonction des résultats ديال لي تي بي اي ان on pouvait arrêter les parallélothérapies. بلاتي يا محمد. Donc voilà, كما قلنا le TPINR c'était surtout pour le suivi ديال le traitement pour ne pas causer l'hémorragie بزاف حيت اذا كان جيتي ولقيتي الINR طالع بزاف ça veut dire que le patient حيتشوف هنا c'est le TQ, le temps de quick du malade sur le temps de quick du témoin. Ça veut dire que si le temps de quick du malade est très allongé, ça veut dire qu'il ne coagule pas, qu'il ne fait pas de démostase. Ça prend du temps. Et donc le risque hémorragique est très élevé. Donc حنا كنبغيو نستابيليزي هذاك الINR à une valeur respectable ومن بعد on continue les AVK هذيك لا بوزولوجي كنبقاو نعطيو بشويه بشويه ديال les AVK. Donc une fois par semaine. Oui, un patient non anticoagulé devrait avoir un INR A1 et le TQ diallo doit être la normale, le témoin. Et lorsqu'il est traité, l'INR doit augmenter et le TQ il s'allonge du malade, l'anticoagulation. C'est bon? Voilà. Donc la surveillance biologique maintenant, une fois par semaine, puis une fois par mois, le minimum obligatoire est. Et on adapte la posologie par un quart de comprimé petit à petit en fonction de l'INR. Donc faire attention, la posologie dépend si l'INR est trop bas ou bien il est trop haut. Donc il a oui, non, 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 non. Ah, لا كيكواغولي نورمال كيكواغولي بحال شي واحد اللي ما مريضش. ما كي اه oui et donc قدام l'antivitamine K بزاف دونك خصك تنقص شويه لا بوزولوجي واذا كان كيكواغولي مزيان خاصك تزيد لا بوزولوجي دونك سي كوم سا كو فونكسيون لو تي بي اي ان ار. Non,
pense de l'ordre de 2 ou la 3. Je ne suis pas sûr ça, mais ce sont des valeurs qui ne sont pas très élevées. Donc, on adapte la posologie petit à petit. بعد comprimé de l'antivitamine K en fonction de l'INR. Tu as un quart, un demi-comprimé, trois quarts, un comprimé complet, etc. de l'antivitamine K, ديال syndrome. Il est sécable, تقدر تقطعه. تروفا. Ah, voilà. Posologie, on l'augmente si l'INR est trop bas. Très bien. Donc, les mesures associées. Limiter, équilibrer l'apport de vitamine K. حيت تخيل انت تعطي antivitamine K هو كياكل بزاف ديال الفيتامين K. Donc ça va servir à rien. Ne pas faire d'injection intramusculaire. Pourquoi? Parce que ça peut faire un hématome, et les hématomes, puisque il est anticoagulé, ça peut saigner pendant longtemps. Risque hémorragique, donc il faut faire attention si les extraits sont dentaires. Et il a besoin de porter avec lui le carnet de suivi des INR. Donc patient sous avec ce qu'on a le carnet de suivi, pour être capable de bien lui adapter les posologies. Proscrire les sports à risque, le boxe, le rugby, etc. et donner les hématomes. Réévaluer régulièrement l'indication. Le moment où les antivitamines K, ça y est, ils n'ont plus de place, on doit arrêter le traitement. Ça fait. Ils sont à risque. Les anticoagulants en général, ce sont les médicaments les plus risqués, qui causent le plus d'iatrogénie. C'est bon? Hein. L'injection intramusculaire, pas d'intramusculaire. Ça va faire un hématome, un saignement, وغيبقى كيسيني. راك غتقطع المسك. هو راه كيسد خاصو ليموستاز. انت هو ما عندوش ليموستاز. دونك اسكو هذاك ليماتوم va s'arrêter. Voilà. Donc c'est pour cela c'est contre-indiqué. On met les anticoagulants oraux directs. Le Rexaban, l'Apixaban, Dabigatran, etc. Ce sont des anticorps qui agissent directement et qui vont dégrader les facteurs de coagulation spécifiques. Donc ce sont des molécules nouvelles promettrices, mais le seul problème, c'est de faire attention avec le suivi rénal. Si quelqu'un est insuffisant rénal, ça peut être une contre-indication à ces traitements. Donc les anticoagulants oraux directs, les inhibiteurs le facteur 2, la thrombine, c'est le dabigatran. Le 10, le facteur 10, c'est le rivaroxaban ou bien l'apixaban. Donc les indications sont les mêmes, prévention des maladies thromboemboliques, traitement curatif, arythmie cardiaque, sauf s'il y a un rétrécissement mitral ou bien prothèse mécanique, parce que si on a l'une de ces deux, c'est l'indication des antivitamines K, directement. On ne va pas s'amuser à donner des anticoagulants oraux directs. Donc, règle des prescriptions, il faut s'assurer qu'il y a l'indication, évaluer le risque hémorragique, dépister les situations à risque, éliminer une contre-indication, notamment le plus important, c'est l'insuffisance rénale inférieure à 30 millilitres par minute, et bilan initial NFS plaquettes, et donner des gastroprotecteurs associés. Parce que surtout, les patients coronariens ou le cardiopathe, ils ont plusieurs médicaments, polymédicamentés. Donc c'est pour cela qu'on peut prescrire des IPP associés. Voilà. Donc les anticoagulants oraux directs c'est une nouvelle famille de médicaments qui est très prometteur, qui est c'est une famille et des médicaments très prometteurs surtout. Mais bien sûr, il faut attendre. Et ils ont déjà prouvé leur efficacité, mais qui ne sont pas encore largement disponibles. Donc les avantages, il y en a plusieurs. La prise orale, efficacité rapide, mais j'ai les antivitamines K, demi-vie courte, pas de surveillance nécessaire, biologique, pas d'interaction alimentaire, peu d'interactions médicamenteuses et ils sont presque aussi efficaces que les AVK et les risques sont moindres parce que ils sont spécifiques de certains facteurs. Mais j'ai les antivitamines K, les antivitamines K c'est plutôt un traitement radical, un anticoagulant radical qui va dégrader les vitamines K et donc plus de synthèse des facteurs de coagulation et donc pas de coagulation. Mais les inconvénients, il n'y a pas de monitoring, surtout parce que le moment où on prescrit l'anticoagulant oraux direct, le patient غالبا كيمشي وصافي كيتبع le traitement. Il ne fait pas de d'INR ou de TPINR كما هضرنا عليه à titre de suivi. Pas d'antidote, ça veut dire que c'est un anticorps, ça c'est irréversible à peu près. تقريبا. Donc l'anticorps, il va rester au niveau du sang. Et ils ne sont pas indiqués s'il y a un rétrécissement mitral ou prothèse mécanique. C'est surtout pour l'antivitamine K. C'est bon?
Voilà, bien sûr. Hein. C'est l'une des indications les anticoagulants oraux directs. Les indications, il y en a plusieurs. Quand est-ce qu'on peut les prescrire? On est autorisé à les prescrire. Hmm. Et la dernière famille, pour moi, les fibrinolitiques. Donc les fibrinolitiques, c'est une famille de médicaments surtout qui va agir à ton avis où? Ils veulent dégrader un caillou préexistant. Donc qu'est-ce qu'ils veulent stimuler? La plasmine, très bien. Donc les fibrinolytiques, c'est une famille des médicaments qui veulent dégrader la plasmine pour favoriser la thrombolyse. Le, le Tisular Pathway Activator, TFPA. TFPA, on بعد عندك urinaire l'urokinase, très bien. On بعد عندك les indirects. Indirects, notamment, voilà, داكشي كامل اللي كان. على أي. Donc les fibrinolytiques vont surtout stimuler la plasmine, donc RTPA, Tisular Pathway Activator, streptokinase, urokinase. Streptokinase, c'est surtout la bactérie. On peut être, voilà, il activait la plasmine, et en activant la plasmine, on avait la dégradation de la fibrine en PDF, des produits de dégradation, et au moins les dédimères. Et c'est pour cette raison que lors de l'embolie pulmonaire, ou bien la thrombose veineuse profonde, les dédimères peuvent être positifs. Voilà, on dose les dédimères. Surtout si le doute, il est مثلا صغير. متأكد. إذا كان طالع بزاف كنديرو سكانير. كنديرو سوا ايكو دوبلر ولا سكانير، سا ديبون تي في بي ولا اونجو سكانير. مي اذا كان لو دوت il est bas كنديرو دي ديمير، si parce que si c'est négatif on peut éliminer d'emblée qu'il n'y a pas de caillou. Oui. Donc هاد les fibrinolytiques on distingue plusieurs molécules، soit streptokinase, urokinase, RTPA اللي هو لا téléplace et le tenecteplase هو اللي كنستعملو en pratique. Le tenecteplase et هو اللي هو الميتاليز. Mais le coût est élevé. Il est et voilà, il y a la thrombolyse. Donc, dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu, soit on faisait l'angioplastie primaire ou bien la thrombolyse en injectant le tenecteplase. Donc, voilà. Donc, les indications, surtout la phase aiguë, il y a le syndrome coronaire ou bien AVC ischémique ou bien ischémie aiguë ou bien embolie pulmonaire ou bien thrombose aiguë. Donc, tout simplement, c'est pour dégrader un caillou. C'est bon? Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est tout concernant les traitements anticoagulants, donc antithrombotiques. Donc, voilà. Donc pour résumer, la famille de médicaments est une famille qui a largement occupé sa place en médecine comme traitement efficace face à de nombreuses de pathologies. Mais le problème, c'est que ces médicaments sont à haut risque d'iatrogénie. Parce qu'en faisant l'anticoagulation ou bien l'antiagrégation plaquettaire, on risque l'inverse, l'hémorragie. Et c'est pour cette raison, il y a des mesures à suivre et des règles à respecter afin d'être capable de protéger et de stabiliser les médicaments et de suivre les précautions. Voilà, c'est bon, hein, Mohamed. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et on se verra bientôt, Inch'Allah.